C'est elle qui transformait les idées grandioses de Léo en images concrètes, généralement des bannières publicitaires, et des animations flash criardes, caractéristiques du web design du début des années 2000. Aujourd'hui, elle portait un jean évasé taille basse et un chemisier paysan brodé, une tenue typique de la mode de 2002. Elle passait le plus clair de son temps à commenter avec sarcasme tout ce qui se passait au bureau, ses remarques, aussi acérées qu'un rasoir, étant souvent murmurées à l'oreille de Karim. Son ton et son attitude rappelaient l'ironie des personnages du dialogue original, une insatisfaction latente face à l'hypocrisie ambiante. Tous les quatre possédaient un symbole de statut pour les entrepreneurs de l'époque, un PDA Palm Pilot. Ils l'utilisaient pour noter leurs rendez-vous, enregistrer des contacts et s'échanger des informations par beaming via le port infrarouge, un geste qui semblait alors avant-gardiste mais qui paraît aujourd'hui archaïque. Ces appareils, tout comme leur entreprise, représentaient une technologie de transition, un pont fragile entre le monde analogique et un avenir numérique entièrement connecté. Ils étaient le symbole d'un rêve, un rêve que cette Dream Team tentait de transformer en réalité, ou du moins de faire semblant jusqu'à ce que quelqu'un accepte de l'acheter. Chapitre 3. La visite du capitaliste. L'atmosphère du bureau changea brusquement à 10 heures du matin. Le silence faussement concentré fut remplacé par une tension palpable. La porte s'ouvrit et M. Arnaud, le capital risqueur, Venture Capitalist VC, entra. Il détenait le droit de vie ou de mort sur Eureka Web, le mécène qui avait financé leur tour de table initial et celui dont ils espéraient qu'il continuerait à leur accorder ses faveurs lors du prochain tour de financement. Arnaud avait la cinquantaine, portait un costume coûteux et dégageait une aura de pouvoir tranquille. Ce n'était pas un imbécile. Il avait vu naître et mourir plus d'entreprises que Karim n'avait écrit de lignes de code. Il était un acteur du grand jeu de la bulle spéculative, quelqu'un qui à la fois la gonflait et cherchait à en sortir avant qu'elle n'éclate. Sa visite transforma le bureau en scène de théâtre. Léo passa immédiatement en mode représentation. Son sourire devint plus éclatant, sa voix plus forte et plus assurée. Il fit faire à Arnaud le tour du siège social, parlant de culture de travail dynamique et d'espaces de création ouverts, des clichés qui masquaient la réalité d'un bureau exigu et mal équipé. Mathieu, debout derrière Léo, transpirait à grosses gouttes. Sa feuille de calcul indiquait qu'il ne leur restait que 3 mois de trésorerie. Il tenta un sourire crispé, espérant que son désespoir ne se lisait pas sur son visage. Karim, dans son coin, martelait Ctrl+S. Un bug critique venait d'apparaître dans le code et il essayait de le corriger avant que Léo, dans son euphorie, ne décide de faire une démo en direct. Il se sentait comme un ingénieur de la salle des machines du Titanic essayant de colmater une brèche béante sous la ligne de flottaison avec du ruban adhésif. Chloé restait assise à son bureau, observant la pièce avec un mépris non dissimulé. Elle ouvrit Flash et commença à créer une petite animation. Une bulle de savon qui gonflait, de plus en plus grosse, scintillant sous la lumière jusqu'à éclater en un nuage de néant. C'était son commentaire silencieux. La conversation entre Léo et Arnaud était un duel d'esprit. Léo brossait le tableau d'un avenir radieux, promettant des fonctionnalités qui n'existaient pas encore, une conquête du marché avec des early adopters qu'il n'avait pas, et une stratégie de growth hacking qu'il venait de découvrir dans un article la veille au soir. Il vendait une histoire, et Arnaud évaluait cette histoire. Ce n'était pas simplement une relation entre un employé et son patron. C'était une symbiose toxique, une dépendance mutuelle destructrice. Léo avait besoin de l'argent d'Arnaud pour survivre, mais Arnaud avait aussi besoin du rêve de Léo. Dans un marché surévalué, où les entreprises étaient valorisées sur leur potentiel plutôt que sur leurs bénéfices, Arnaud avait besoin d'histoires captivantes pour justifier ses investissements risqués auprès de ses propres partenaires. Il devait trouver la prochaine licorne, une start-up atteignant une valorisation d'1 milliard de dollars, et Léo tentait de le convaincre qu'Eureka Web était cette créature mythique. Arnaud n'était pas dupe des paroles de Léo. Il voyait les murs écaillés, les vieux écrans cathodiques et l'anxiété dans les yeux de Mathieu, mais il n'investissait pas dans le présent. Il investissait dans la capacité de Léo à convaincre d'autres personnes de croire en l'avenir qu'il dessinait. Il pariait sur le talent de Léo pour la performance, sur le pouvoir de l'exagération. C'était le mécanisme même d'une bulle spéculative, la croyance en une augmentation future de la valeur, indépendamment de la valeur actuelle. Arnaud évaluait la capacité de Léo à accumuler un capital confiance, un actif immatériel mais plus crucial que le produit tangible dans cette nouvelle économie. Quand Arnaud partit, laissant derrière lui une promesse vague d'examiner les chiffres, un silence s'abattit sur le bureau. La pièce était terminée. Léo, épuisé mais feignant le triomphe, tapa sur l'épaule de Mathieu. « Tu vois, ça lui a plu. » Mathieu hocha faiblement la tête, retournant à sa feuille de calcul. Le runway était toujours là, pas plus long d'un jour. Karim finit par trouver et corriger le bug, mais il savait qu'il y en aurait un autre, puis un autre. Chloé enregistra son animation de bulle dans un dossier caché. Le premier acte de la tragicomédie était terminé. Partie 2. Le burn rate de l'âme. Chapitre 4. Nuit blanche et PHP. L'illusion était maintenue pendant la journée, mais la nuit apportait la vérité. Les semaines qui suivirent la visite d'Arnaud furent une succession de nuits interminables au bureau.
La pression de produire des résultats concrets avant le prochain tour de financement avait transformé l'espace de travail en cocotte minute. Les pizzas froides et les canettes de boissons énergisantes vides devinrent des éléments de décoration permanents sur les bureaux. Karim était celui qui portait le plus lourd fardeau. Il vivait de café et de nicotine, les yeux injectés de sang à force de fixer les lignes de code sur l'écran cathodique qui émettait une lueur bleue fantomatique. Il essayait de construire un module de commerce électronique, une nouvelle exigence de Léo, après avoir lu quelque part que l'avenir du web est transactionnel. Le problème, c'est que leur infrastructure n'était absolument pas conçue pour cela. La version de MySQL qu'ils utilisaient ne supportait pas de transactions fiables, ce qui signifiait qu'une erreur en cours de route pouvait corrompre toute une commande. Le langage PHP 4, bien que puissant, manquait de nombreuses fonctionnalités orientées objets, transformant la gestion d'un projet complexe en cauchemar. « Je veux que le bouton « Ajouter au panier » ait un effet scintillant, dit Léo un soir, planant derrière Karim, comme sur le site d'Amazon. Et quand l'utilisateur paie, je veux une animation de feu d'artifice. Karim ferma les yeux, inspira profondément. Léo, on n'a même pas encore réussi à faire fonctionner le paiement de manière sécurisée. La base de données peut planter à tout moment. On n'a pas de certificat SSL. Les feux d'artifice sont la dernière de nos préoccupations. Les détails, Karim, les détails, balaya Léo. L'utilisateur ne se soucie pas du SSL, il se soucie de l'expérience. Est-ce qu'Amazon a des feux d'artifice? Amazon a une équipe de milliers d'ingénieurs, je suis tout seul. Ce dialogue se répétait sous diverses formes. Léo, qui ne comprenait rien à la technologie, formulait sans cesse des demandes irréalistes, poussé par l'anxiété et ce qu'il lisait sur les sites d'actualité technologique. Karim, qui ne connaissait que trop bien leurs limites, devenait de plus en plus irritable et renfermé. Le fossé entre la vision et la réalité se creusait et il déchirait le moral de l'équipe. Chloé subissait également les caprices de Léo. Elle dut redessiner toute l'interface utilisateur 3 fois en 2 semaines parce que Léo changeait constamment de vision de marque. Elle travaillait mécaniquement, son scepticisme s'étant mué en une résignation lasse. Elle voulait juste toucher son salaire et rentrer chez elle. Le rêve de faire partie d'une révolution créative s'était évanoui, remplacé par la réalité de créer des boutons scintillants pour un site web moribond. La culture du surmenage romancée dans la mythologie des startups révélait maintenant son vrai visage, l'exploitation déguisée en ambition. Ils ne travaillaient pas dur par passion, ils travaillaient dur par peur, peur de l'échec, peur de décevoir Léo et surtout peur que le runway ne s'épuise avant qu'il ne puisse décoller. Chapitre 5. Pivot ou pirouette. Les résultats n'arrivaient pas. Le trafic du site web stagnait. Aucun early adopter ne se manifestait. Le burn rate restait inchangé. La panique commença à s'infiltrer dans l'optimisme de Léo. Et quand un PDG de start-up panique, il n'admet pas ses erreurs. Il annonce un pivot. Mesdames et messieurs, annonça Léo un lundi matin, le ton aussi solennel que s'il annonçait une grande découverte scientifique. Après une analyse approfondie du marché et de nos indicateurs de performance clés, je suis parvenu à une conclusion révolutionnaire. L'avenir n'est pas dans le B2C. L'avenir est dans le B2B. Un silence de plomb tomba sur la pièce. Karim arrêta de taper. Chloé leva les yeux de son écran. Mathieu avait l'air sur le point de vomir. Pivot est un mot sacré dans le lexique des startups, signifiant un changement de stratégie intelligent en réponse au retour du marché. Mais dans le cas d'Eureka Web, ce n'était pas un ajustement subtil. C'était un virage à 180 degrés. Ils avaient passé 6 mois à construire un portail destiné aux consommateurs. Maintenant, Léo déclarait qu'ils allaient développer une solution logicielle complexe pour les entreprises, un marché où ils n'avaient absolument aucune expérience. « Tout mon travail », commença Karim, la voix tremblante. Toute la base de données utilisateurs, le système d'inscription, le module de commerce électronique. Tout ça ne sert à rien? Pas inutile, Karim, corrigea Léo avec la patience d'un professeur expliquant un concept difficile. C'est la fondation sur laquelle nous allons construire. Nous allons réutiliser le code. C'est la beauté de l'agilité. L'agilité? Lâcha Chloé, incapable de se retenir plus longtemps. Vous appelez ça de l'agilité de jeter 6 mois de notre travail à la poubelle? Je viens de finir la nouvelle identité visuelle. Et maintenant, on va vendre des logiciels à des entreprises avec un logo de licorne rose? La dispute éclata, un exutoire pour des mois de tension accumulés. C'était comme l'une de ces confrontations chaotiques du dialogue original où les accusations personnelles masquaient de profondes frustrations professionnelles. « Tu ne comprends rien à la stratégie, Chloé », cria Léo. « C'est comme ça que ce monde fonctionne, s'adapter ou mourir. »« Ce monde? Ou le monde imaginaire dans ta tête », rétorqua Chloé. « Tu essaies juste de trouver une nouvelle histoire à raconter à Arnaud. »« Au moins, j'essaie de faire quelque chose », répliqua Léo, sa confiance commençant à se fissurer. « Et toi, tu ne fais que rester assise là à juger ?» Mathieu tenta d'intervenir. « Tout le monde, calmez-vous. Peut-être qu'on devrait regarder les chiffres d'abord. »« Les chiffres ?» ricana Karim. « Je vais te les montrer, les chiffres. 0. C'est le nombre de lignes de notre code actuel qui peuvent être réutilisées pour cette idée folle. On doit tout recommencer à 0.
La dispute ne mena nulle part, laissant derrière elle une atmosphère amère